Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Lorsque la chaîne a été créée il y a à peu près 2 ans et demi, il y a comme ça une liste de à peu près une dizaine de choses que j'avais envie de traiter jusqu'à ce que la chaîne soit fermée, donc d'ici 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai réussi, il y a 2-3 trucs que j'ai réussi à faire. Et il y a un film que j'avais envie de questionner sur cette chaîne, c'est Shoah, le film de Claude Lanzmann, qui est un film important pour moi. D'ailleurs, on en parlait avec mon invité hors caméra. On parlait de comment ça pouvait frapper. Et voilà, c'est exactement ça. Et ben, il s'avère que on peut parler de Claude Lanzmann tous les jours, n'importe quand, effectivement. Mais quand il y a en plus une actualité, c'est passionnant. Et il y a une actualité. Du 3 novembre au 18 décembre, à la Bibliothèque publique d'information, la BPI, ça c'est pour ceux qui connaissent, au Centre Pompidou, il y a une rétrospective Claude Lanzmann. Donc c'est-à-dire qu'il y a tous ces films, mais pas que. Il y a autre chose aussi. Et celui qui a pensé tout ça, le programme qui l'a concocté, c'est Arnaud Hay, qui est critique de cinéma, mais aussi programmateur, enseignant. Et il est là pour nous en parler de Lanzmann, de plein de choses, et je suis vraiment très content. Juste une dernière petite chose avant de prendre des nouvelles d'Arnaud. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations concernant cette rétrospective fondamentale et importante. Et j'ai oublié une chose, l'intitulé de la rétrospective qui est « Le lieu et la parole ». C'est très important ça. Donc Claude Lanzmann, le lieu et la parole, BPI, au Centre Pompidou. Et Arnaud est là pour nous en parler. Comment vas-tu ? Ça va très bien, Samir. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bon, j'aimerais commencer par, pas forcément une question, mais plus quelque chose qui serait peut-être, je dis bien peut-être, de l'énervement, de la fatigue, de l'épuisement, je ne sais pas. Quand on dit Lanzmann, quand on dit Claude Lanzmann, tout de suite, on voit Shoah, ce film qui a mis du temps à se faire. Et moi, je voulais savoir, toi, aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être continuer à t'agacer? Parce que nous savons maintenant ce qu'a fait Lanzmann. Il n'y a pas que ça, il y a autre chose, mais même. Ou est-ce que finalement, ça reste pour toi totalement logique et cohérent? Oui, alors, bon, il est clair que Shoah est le cœur de l'œuvre à deux points de vue. C'est certainement son film le plus important. Et puis, c'est le film qui conditionne le reste de l'œuvre. On appelle j'ai adopté le terme les surgeons de Shoah, qui sont ce qu'on appelle les films tout ou partie créés à partir de la matière du tournage de Shoah. Donc ça, c'est sûr que Shoah est le cœur. C'est évident. Ensuite, je crois qu'une rétrospective, c'est le moment de faire des liens qui existent, peut-être qui existent déjà, qui ont déjà été faits, puis d'en découvrir sûrement d'autres. Voilà. Ensuite, aussi dans la rétrospective, ce qui m'a semblé vraiment important, non, je suis un petit peu confus, mais je n'avais pas vu Pourquoi Israël, en fait. Voilà. Donc pour moi, l'œuvre de Lanzmann, je pense comme je suis pas tout à fait le seul, commençait avec Shoah. Et c'est pas le cas. Déjà, et je crois que ça change beaucoup. C'est une perspective d'avoir vu Pourquoi Israël, qui est un film absolument important, qui est magnifique, si je dis qu'il est important, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en place. Ils ne sont pas, bien sûr, d'autres enjeux de représentation, etc. Mais on pourrait dire que c'est un film qui est déjà, comme on dira, lanzmannien. Voilà. Après, je n'ai pas d'énervement par rapport à la centralité de Shoah. Je crois qu'elle est... c'est une œuvre qui est quand même articulée autour de Shoah. Tu parlais de lanzmannien.
est-ce que, et là pour le coup, ça sera véritablement ma première question, est-ce que il faut quand même rappeler une chose qui est fondamentale, mais qui est évident pour celles et ceux qui connaissent un peu le cinéma documentaire, etc. C'est un cinéaste, Claude Lanzmann. C'est un auteur. C'est-à-dire qu'il a un style et ce style, on peut le définir. Et j'aimerais savoir, toi, par rapport au travail effectué autour de cette rétrospective, comment on pourrait peut-être aujourd'hui qualifier son style? C'est quoi un style lanzmannien? Oui, alors là, je me suis tiré une balle dans le pied. Je vais devoir définir lanzmannien devant la France et le monde entier. Non, lanzmannien, disons que ce qui, moi, peut-être définit le cinéma de Lanzmann, c'est que c'est quelqu'un qui, jusqu'à 45 ans, n'est pas cinéaste. Alors, il est passé par énormément de choses. Il a, on va dire, une vie avant le cinéma, une vie d'intellectuel, une vie de journaliste, une vie aussi pour gagner sa vie, il était, comment on appelle, à la réécriture à France Soir. Il y a l'aventure des temps modernes, il y a la résistance. Il a créé un réseau de résistance dans son lycée. Et je crois que le cinéma de Lanzmann, il est contenu dans toute cette. J'oublie la formation de philosophe, la formation philosophique de Lanzmann. Et je crois que ce qui est lanzmannien, c'est cette demi-vie avant d'être cinéaste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un cinéma de baroudeur, d'aventurier, comme il l'était, comme journaliste, allant dans le monde entier, faisant des reportages remarquables. Ce côté aventurier, baroudeur, terre à terre, topographe aussi, la question des lieux. Ça, c'est aussi quelque chose, cette sensibilité au lieu qu'on ressent beaucoup à la lecture de son autobiographie, Le lièvre de Patagonie. Et de l'autre côté, l'exigence intellectuelle et morale qui viendrait plutôt de sa formation intellectuelle, philosophique, qui était de très haut vol. Voilà. Je pense que c'est pas pour noyer le poisson et j'essaierai de définir qu'est-ce que c'est que d'être lanzmannien, mais je crois qu'il y a ce qui est lanzmannien, c'est ça, c'est aussi d'avoir traversé une demi-vie et d'en arriver au cinéma. Et à partir du cinéma, avec l'intitulé de la rétrospective qui est Le lieu et la parole, est-ce que dans cette configuration filmique que l'on retrouve dans Pourquoi Israël, qui n'est pas une question d'ailleurs pour le coup, ça c'est important de le préciser, et ensuite Shoah, et puis d'autres de ces films, ce travail qu'il a, il y a le lieu et la parole, mais il y a aussi peut-être entre les deux la durée. Et ce travail sur la durée, est-ce que c'est quelque chose selon toi qui était assez nouveau dans l'approche documentaire? Alors bon, il y a eu déjà des durées singulières avant Shoah, bien sûr. Après, disons que ce qui définit peut-être Lanzmann, c'est cette sorte d'exigence presque incorruptible par rapport au temps. Je relisais pour préparer cet entretien sur. J'avais dit que je pourrais éventuellement, mais bon, ça se trouve, je vais prendre 1 heure, comme toujours, à retrouver c'est cette très grande exigence par rapport au temps et qui est aussi d'ailleurs une exigence morale, voilà, Oui. où il parle de la parole saucissonnée à la télévision, mais aussi au cinéma. Il parle du plan de coupe. Il dit qu'il n'y a pas un plan de coupe dans Shoah, qu'il en a fait un dans Un vivant qui passe, 2, je crois, et qu'il ne se le pardonne toujours pas. Donc, oui, il y a une exigence par rapport au temps et peut-être l'idée que le temps ne peut pas être corrompu voilà, par des facilités esthétiques, si on peut dire. Après, autre
c'est une de mes découvertes d'avoir vu les films et de les avoir travaillés tous ensemble. C'est que Lanzmann, et il y a une grande aisance, je trouve, de Lanzmann aussi, sur des formats plus réduits. C'est-à-dire, il y a Pourquoi Israël, qui fait plus de 3 heures, Shoah, 9h26, Tzahal, plus de 5 heures, mais aussi, voilà, il y a des films comme Le Rapport Karski, qui est un autre film que je n'avais pas vu avant de préparer la rétro, qui fait 47 minutes, Un vivant qui passe, qui pour moi est majeur, mais difficile de faire un classement, mais c'est un film en tout cas auquel je suis très attaché, qui dure 1h05. Donc il y a aussi, enfin disons que Lanzmann ne s'est pas, voilà, ne s'est pas attaché forcément. Disons que le temps était une nécessité. Shoah nécessite 9h26. Et ça, c'est son exigence d'auteur, certainement aussi une forme d'entêtement, hein, d'abnégation, ouais, d'exigence, je dirais. Mais donc ça, c'est je trouve, voilà, par exemple, ce cliché que Lanzmann ne ferait que des films longs, bah, si on regarde la filmographie, c'est pas vrai. A... mais pardon, cette exigence que tu évoques, ne serait-ce que dans cette manière d'écouter ceux avec qui il a une conversation, il y a aussi ce qui frappe aussi, et là effectivement je pense à Pourquoi Israël, mais beaucoup plus à Shoah surtout, il y a un petit peu à Tzahal, mais c'est dans cette manière aussi qu'il a, en écoutant la personne, il peut rebondir en essayant d'être là pour le coup vraiment dans la contradiction. Donc parfois ça peut même être étonnant, cette manière il n'y a pas de neutralité de sa part, quoi. Même dans l'écoute, il y a, et c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. Oui, puis en plus, parfois, il y a le dialogue oui, c'est toujours sont toujours des traductrices, où parfois il demande à la traductrice de traduire plus parce qu'il comprend qu'elle a synthétisé. Et ça fait partie de l'exigence du temps, parce que évidemment que c'est complètement aberrant en termes d'efficacité d'avoir quelqu'un qui pose la question en français, qui est traduite, qui est posée, on répond dans une langue, on entend. Enfin, vous voyez, tu vois, mais ça fait partie, c'est une autre exigence que celle par rapport au temps qui peut pas être corrompu, c'est les voix et le langage. Dans toute, voilà, dans toute cette dimension, dans toute cette matière de Shoah et des films nés à partir de la matière de Shoah. Qu'est-ce qu'il voulait filmer, Lanzmann et son cinéma? Est-ce que dire, par exemple, que Lanzmann a beaucoup questionné la période, la destruction des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ensuite comment l'après, est-ce que ça serait réducteur? Qu'est-ce qu'il a voulu filmer? Ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu faire du cinéma. Et ça, c'est important. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire de l'histoire, il n'a pas voulu faire de la philosophie. C'est quelqu'un qui est très animé par le désir de faire du cinéma. Il avait un rapport très, comment dirais-je, très désirant par rapport c'est Caroline Champetier qui raconte que il faisait des tournages, il y avait des tournages un peu plus comment dirais-je, produits, c'est-à-dire avec un peu un programme, puis il y avait des tournages sauvages où on faisait une sorte de chasse aux images, et là on était en voiture, il y avait avec le matériel dans la voiture, et puis on voyait quelque chose d'intéressant, de beau, de frappant, et on s'arrêtait, on sortait la caméra et on tournait. Il y avait quelque chose comme ça. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a dans ce que j'ai essayé de définir tout à l'heure sur cette demi-vie avant le cinéma, c'est qu'il y a voilà, un côté un peu sauvage et pirate, et puis d'extrêmement réfléchi et mûri. Il y a quelque chose comme ça de tendu dans le cinéma de Lanzmann.
Et après, bon, il y a des films peut-être plus brutaux et sauvages que d'autres, hein, aussi. Hein, c'est sûr que. Mais disons que c'est un cinéma qui est contenu dans plein de tensions, de paradoxes, on dit souvent à propos du cinéma de Lanzmann. Et toi, comment ça s'est passé cette rencontre avec le cinéma de Lanzmann? Est-ce que c'était comme beaucoup de personnes par Shoah? Et si oui, tu avais quel âge déjà? Et comment ça s'est fait, la projection? Parce que je pense qu'on peut parler aussi c'est quoi voir un film de Claude Lanzmann? Parce que même les films qui durent, même un lion qui passe, qui doit durer 1h05, il y a quand même un rapport avec, en tant que, dans la projection. Donc déjà, première question, comment ça s'est passé ta rencontre avec Lanzmann? Et ensuite, peut-être, je suis très curieux de savoir, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire voir un film de Claude Lanzmann au niveau du travail du spectateur par rapport à ce qu'on lui montre? Alors, le premier film de Claude Lanzmann que j'ai vu au cinéma, c'est Sobibor. Je n'ai pas vu Shoah avant Sobibor. Peut-être pour répondre, je pense que c'est peut-être assez précis de répondre comme ça, c'est que Lanzmann, je vais faire une comparaison osée, enfin, certains comprendront, un peu comme Godard, c'est quelqu'un dont tout le monde n'a pas vu les films de Godard et de Lanzmann, mais ce sont des gens qui font partie, des cinéastes qui font partie de la culture populaire. Ça, oui, c'est vrai que c'est osé, hein, Lanzmann, Godard, quand on connaît un peu leur... Mais ils se ressemblent tellement aussi que c'est parti. Bon, bref, mais c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, je fais au moins sur ça, ce rapprochement. Ce sont des cinéastes d'une très grande exigence, dont les films n'ont pas été vus par tout le monde, ne sont pas, on va dire, des cinéastes populaires, si ça me permet ce terme, qui veut tout et rien dire. Mais par contre, ce sont des cinéastes qui font partie de la culture populaire. Et c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que Shoah existe pour beaucoup de gens avant de l'avoir vu, et même sans l'avoir vu. Voilà, ça c'est quelque chose, je crois, je ne sais pas si c'est intéressant, mais il me semble que c'est important de le noter. Alors ensuite, moi j'ai un rapport peut-être un peu bizarre à Shoah. Donc moi j'ai vu Sobibor, j'ai dû voir ensuite Un vivant qui passe, et je pense que Shoah, alors hein, tu sais ce que c'est que la mémoire cinéphile, on recompose plein de choses, mais il se trouve que moi j'ai fait des études d'histoire et j'étais prof d'histoire. Et je me demande si j'ai pas d'abord découvert Shoah par fragments, puisqu'il y a un DVD qui a été réalisé par Lanzmann et Jean-François Forge pour l'Éducation nationale, avec des extraits, mais vraiment c'est pas un best-of, un florilège, c'est un vrai travail. On pourrait dire presque une sorte de remontage de 3 heures quand même, de 6 extraits de 30 minutes, si je m'abuse. Et donc, voilà, je me demande si j'ai pas d'abord vécu Shoah de cette façon. Et ce qui est intéressant, et aussi peut-être plus comme un historien que comme un cinéphile, ce qui pas forcément. Et je vois que là, par exemple, ce qui m'avait pas du tout frappé et ce qui a fini par me frapper en voyant Shoah, et peut-être surtout Shoah plus que tous les autres films de Lanzmann, c'est combien Shoah est travaillé par des genres cinématographiques. Et quand je dis que Lanzmann veut faire du cinéma, il y va quand même, franchement, avec le film d'espionnage, hein, la camionnette, le sous-marin, comme on pourrait dire, sachant que Lanzmann avait vu, connaissait, était passionné par les films de sous-marins. Voilà.
Il adorait ça. Et donc, travailler voilà, parce que les images de Shoah, c'est la parole et, ce côté contemplatif des lieux, mais il est aussi complètement travaillé par la question du cinéma. Alors, je prends le film, oui, le cinéma d'espionnage, il se présentait quand même aux nazis, au bourreau sous un faux nom, avec un faux passeport. Donc, c'est quand même, c'est-à-dire qu'il y va franchement. Hein. Et je pense qu'il y avait chez lui une sorte de jouissance aussi voilà, d'être dans le cinéma, dans la fiction, à l'intérieur de ce film. Je crois que j'ai bien dérivé de la question, hein, mais non, c'était exactement ça. Il faut juste rappeler aussi, et ça c'est très important, que si nous sommes là, c'est parce que du 3 novembre au 18 décembre, il y a donc cette rétrospective Claude Lanzmann, le lieu et la parole, à la bibliothèque, à la BPI, à la Bibliothèque publique d'information, au centre Georges Pidou. Et donc, ce qui nous amène à cette seconde partie, pour le coup, c'est toi, oui, c'est, comme on dit très grossièrement, la genèse de tout ça. Est-ce que c'est la BPI qui va vers toi, c'est toi qui va vers, comment ça s'est passé cette situation? Voilà. Alors moi, je suis salarié à plein temps, hein, de la BPI au centre Pompidou, et donc nous sommes trois programmateurs, Marion Bonneau et Harry Boss et moi-même, et donc c'est la spécificité, pardon, du lieu, de notre lieu, et de notre programmation, c'est la non-fiction, hein, on appelle ça souvent le documentaire. Donc évidemment que Lanzmann était, voilà, c'est évidemment parmi les très très grandes œuvres. Il était forcément sur le haut de la pile, comme on dit. Mmh. Mais bizarrement, et ça c'est aussi la façon dont les programmations arrivent, c'est toujours un petit peu quelque chose d'un peu mystérieux. Et peut-être aussi parce que bon, il y a quelque chose d'intimidant dans l'œuvre, oui, par ses enjeux intellectuels, esthétiques, la stature de l'auteur. Et donc voilà, on a mis plus de 5 ans à en arriver à Lanzmann. Et alors, on pourrait dire, si j'étais très hypocrite, et vous allez voir, je ne le suis pas, c'est qu'on aurait pu dire que comme on est des super programmateurs au courant de tout, on était au courant que le film allait être inscrit à Mémoire du Monde de l'UNESCO. Ouais. Et ça, c'est le hasard le plus complet. C'est-à-dire qu'on a acté la rétrospective avant d'être au courant d'abord de ce projet d'inscription et qui est devenu effectif en mai 2023. Donc comment est arrivé Lanzmann? Je vais bon, on est très en tant que programmateur, on est très libre. On jouit d'une très belle liberté éditoriale de la part de la BPI. Donc, c'est pas une commande qui est venue. Moi, je suis très, voilà, c'est un cinéma qui me passionne, j'ai dit tout à l'heure que je suis de formation historien de formation. J'ai enseigné l'histoire. J'aurais pu dire tout à l'heure combien j'ai détourné les programmes scolaires pour passer 4-5 heures à travailler cette question de la représentation de l'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que ça devait faire 30 minutes dans les instructions du programme. Mais donc, disons que voilà, c'est un cinéma qui me passionne. Ce sont des questions. C'est un cinéma qui travaille des questions qui me passionnent. Donc, et peut-être
et l'élément un peu déclencheur, c'est pas la situation française, c'est dans un article dans Le Monde qui parlait de la mémoire de la Shoah aux Pays-Bas. C'est un article que je ne vais pas pouvoir citer, je vais pas pouvoir en citer des passages de mémoire, et j'ai dû le lire en décembre, je crois, en décembre dernier, il y a un petit peu moins d'un an, et c'était effrayant. Voilà. C'était effarant, effrayant sur l'oubli, sur évidemment le négationnisme, etc. Et aussi, voilà, c'est sûr que c'est une mémoire voilà, qui m'importe aussi beaucoup. Et évidemment, ce qui est apparu très vite, la programmation, ce qui est apparu très vite dans la programmation, c'est que, et alors, est-ce que c'est de l'impensé ou est-ce que c'est de l'inconscient, je ne sais pas, mais c'est que c'est une rétrospective qui va intervenir vraiment pile, enfin, juste après le moment où la fin de l'ère des témoins. C'est-à-dire que il reste quelques survivants, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà, on est tout à fait à la fin, donc on entre dans une phase nouvelle, tout à fait nouvelle, de la construction, du récit et de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs. Et tu penses que, et pour en avoir, pour avoir travaillé sur cette rétrospective, et toi en tant qu'ancien prof d'histoire, Ah, toi aussi? non, toi en tant qu'ancien. Non, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance d'être prof. Et je le dis sans ironie. Et je referme la parenthèse. Non, c'est par rapport aussi ce genre de rétrospective, pour le coup. Un des objectifs, c'est aussi de voir si d'autres générations, si ça les sensibilise. Oui. Je ne parle pas forcément que de ce qui est raconté, mais de comment c'est raconté aussi. Parce que ce qui est raconté, on le voit très souvent à la télévision, mais là, ce qui nous fait la différence, c'est le cinéma. Donc, c'est comment c'est aussi raconté, et c'est peut-être ça qui donne encore plus c'est ce qui fait que quelques-uns de ces films sont intemporels. Est-ce que si tu te poses cette question aussi? Oui. Donc, bien sûr, je sais pas très bien quoi répondre, mais c'est évident. On a aussi, on va dire, travaillé de façon à favoriser la venue d'un public, qui est un peu le Graal de tous les lieux de culture, c'est les jeunes, la jeunesse. Les jeunes. C'est très important, bien sûr, hein, je dis ça sans ironie, mais donc on a travaillé, bien sûr, on a fait circuler l'information via les rectorats, on a vraiment invité aussi, bien sûr, les professeurs à s'approprier les séances. On est un lieu, on va dire, très accueillant qui facilitons les venues des éventuelles classes ou groupes d'élèves, etc. Donc oui, alors après, c'est aussi toute la question. Hein, c'est toute la question moi, je ne peux pas répondre. Est-ce que je pourrais faire une réponse intellectuelle et à laquelle je crois beaucoup? C'est que moi, ce qui m'a complètement frappé, c'est combien tous les films de Lanzmann, qui, alors, dans son principe de cinéma, il ne filme qu'au présent. Enfin, Shoah, vraiment, bon, l'alpha et l'oméga de cela, mais cette question de l'idée que voilà, que en 1900, quand il filme dans les années 70, début des années 80 en Pologne, que la Shoah continue, que l'événement continue. Moi, vraiment, quand je vois Shoah,
j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de, voilà, que ce présent du film de 85, l'expérience du film nous rend présent encore, dans notre présent, si je peux dire. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Enfin, j'ai pas du tout envie de dire que c'est un film qui est actuel, je sais pas. Non, c'est un film de 1985. Et disons que cette question de, voilà, de ne filmer qu'au présent et qu'un présent, eh bien, je trouve que dans le... Tout à l'heure, j'ai pas dit qu'est-ce que c'est que de voir un film de Lanzmann. C'est faire une expérience temporelle, voilà. Et je trouve que, voilà, on ne fait que l'expérience d'un présent, qui est le présent du film, hein, bien sûr. On voit un film au présent, mais disons que, voilà, avec les partis pris de Shoah, de filmer l'événement in situ 30-35 ans plus tard, bon, je trouve que c'est toujours effectif. Après, est-ce que, voilà, enfin moi, puis je veux pas me transformer en expert, mais est-ce que Shoah est adapté à, enfin non, mais je vais dire une horreur, mais voilà, est-ce que c'est adapté à des jeunes qui sont sur TikTok? Bon, bah non, voilà. Mais je crois dans la transmission, dans la pédagogie et l'éducation, pas l'éducation au sens éduqué, au sens de transmettre des objets sensibles par la médiation, par la... Oui, ça n'a rien d'impossible. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que c'est une telle forme que si on la confronte aux formes dominantes actuelles, bon. Et de cette transmission que tu évoques, comment d'ailleurs toi tu as pensé cette rétrospective? Je ne vais pas te demander quels sont les temps forts, ça ne veut rien dire, mais voilà, par rapport à ça, l'idée de transmission, comment tu l'as pensé cette rétrospective? Alors, bon, j'hésite par quoi commencer, mais disons que moi, ce qui m'a beaucoup, en fait, importé, c'est la question du dialogue, de faire dialoguer les films de Lanzmann avec d'autres, dans une proportion qui reste réduite, hein, mais disons que ça m'importait parce que on sait, en bien, en mal, enfin on en pense ce que l'on veut, je réserve ma réponse. C'était difficile du temps du vivant de Lanzmann, hein, c'était difficile pour les autres films tout simplement d'être à côté et parfois d'être jugé par Lanzmann. Et donc voilà, ça me semblait vraiment très important, et de le faire, on va dire, dans deux directions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est après Shoah le film, de faire un film sur la Shoah. Donc là, il y a 3 films qui me semblent, qui sont aussi un peu 3 bornes chronologiques. Il y a un film qui est Premier convoi de Pierre-Oscar Lévy, film de 1992, donc qui est vraiment, on va dire, dans l'époque de Shoah, après Shoah, mais quelques années après Shoah seulement, si on peut dire. C'était aussi un film sur les témoins, sur les lieux et la parole. Et en cela, alors, je ne sais pas par qui je vais me prendre les flèches en disant ça, mais en cela, il serait lanzmannien, si ce n'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une stylisation qui voilà, avait beaucoup déplu à Claude Lanzmann, qui quand même lui reconnaissait des qualités, ou a fini par lui reconnaître des qualités. Voilà, donc ça, c'est-à-dire autre film un peu plus tardif, c'est Belzec de Guillaume Moscovitz,
Après, tu me dis, hein, je suis en train de déplier le programme, c'est Je l'horreur. t'en prie, c'est intéressant. Si, c'est intéressant. Les programmateurs sont comme ça. Donc Belzec, qui est là, qui serait presque une sorte de surgeon de Shoah lui-même, c'est-à-dire que c'est un film qui est certainement qui n'ose pas, enfin qui veut dire qui n'a pas l'outrecuidance de se dire lanzmannien, mais qui en reprend quand même beaucoup les principes et qui filme un lieu non pas que Lanzmann et Shoah délaissent, mais voilà, qui n'est pas très développé par rapport à des lieux comme Kremno ou Sobibor ou Auschwitz dans Shoah ou Treblinka. Et là, c'est un film voilà, un petit peu charnière, je dirais, qui est à la fois, il y a toujours des témoins, et puis aussi, on voit que il y a déjà cette question des lieux, de qu'est-ce qu'on en fait, on en fait du patrimoine, il y a la question de l'archéologie qui arrive, et qui, voilà. Et si j'ai choisi, voilà, parmi plein de films, 3 films, voilà, c'est évidemment difficile, mais voilà, c'est le récit que j'ai suivi. C'est donc Sheol d'Arnaud Soli, 2022, je crois, et qui là est complètement. C'est un film d'après Les Témoins, et c'est un film qui travaille la question de l'archéologie et de la mise en récit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la mise en récit de ces lieux sans la parole des témoins qui existent, hein, les témoins de Sobibor, etc. Hein. Ces témoignages existent, ils ont donné lieu à des livres, les témoignages sont à Yad Vashem, il y a des témoignages faits par Lanzmann. Voilà, mais disons que ça m'a beaucoup intéressé cette question de comment est-ce qu'on passe de l'ère des témoins, et Shoah est un vrai jalon, là carrément mémoriel, historiographique de la transmission de la mémoire par le témoignage. Et puis ben, aujourd'hui, voilà, on arrive à une autre époque. Et donc on se retrouve avec la matérialité des lieux, mais on se rend compte que c'est là où le film d'Arnaud Soli est assez vraiment passionnant. C'est ce personnage d'archéologue là qui fait apparaître tout un tas d'objets et qui donne Parce que le cinéma de Lanzmann, il est aussi très simple. Enfin, lanzmannien, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le lieu et la parole, et c'est qu'est-ce que la parole Enfin oui, pour Lanzmann, qu'est-ce que la parole fait à un lieu où il n'y a plus rien à voir ? Et qu'est-ce que la parole rend à ce lieu qui a été vidé de la tragédie, de l'horreur absolue. C'est des lieux qui ne disent plus rien, et la parole vient comme une sorte pas de la surimpression, mais disons que voilà, la parole vient rendre aux lieux ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des lieux de mort, des lieux d'horreur absolue. Et donc voilà, c'est évidemment ça, c'est le cinéma lanzmannien. Si Lanzmann c'est le lieu et la parole, bah, il est possible avec les témoins. Sans les témoins, il faut, ce sont d'autres récits et d'autres et le récit aujourd'hui, c'est bien sûr l'archéologie et la patrimonialisation avec les mémoriaux, les mémorials. Je cite aussi le film de Christophe Cognet, À pas aveugle, hein, qui est sorti, quand, au printemps dernier. Et qui est sorti cette année, je crois au début, ouais. Ouais. J'étais venu d'ailleurs sur la chaîne pour en parler. Et qui est, tout à fait, alors bon, qui est peut-être ça serait simplifié, mais qui est qui commence avec la matérialité du lieu, avec ces fragments d'os qui affleurent le sol. Et je crois que le plan final, d'ailleurs, aussi revient sur cette question de la matérialité du lieu. C'est-à-dire que
Et voilà. Ça, c'est un récit. Vous savez, les programmateurs, ils font des récits comme ça. Après, le public s'empare de ses propres. Il fait ses propres récits en voyant 2 films sur 40. Hein, c'est pas du tout le souci. Mais voilà, ça, c'était, je trouve, un récit intéressant à mener. Et surtout, ça permet de complètement évacuer la question de est-ce que Lanzmann a des fils ou des cousins ou enfin, vous voyez, tu vois, la question de la filiation, quoi. Voilà. Qui, je pense, est à éviter. Enfin, je ne sais pas si elle est à éviter, mais en tout cas, elle m'intéresse pas spécialement. Mais c'est ce qu'on se dit. Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, parce que les filiations, bah, on peut en trouver sur des. Enfin, par exemple, Claire Simon, on pourrait son cinéma par le prisme du lieu et de la parole. Claire Simon, pour qui Lanzmann est un cinéaste important, Shoah, un film fondamental. Vous voyez, tu vois que Claire Simon, elle ne fait pas des films qui thématiquement se rapportent à ceux de Lanzmann, mais c'est quelqu'un certainement pour qui Shoah a cette question du lieu et de la parole, et qu'est-ce qu'une parole fait à un lieu qu'on voit, et qui n'est pas forcément, qui ne dit pas tout. Ben, je crois qu'on peut revoir les films de Claire Simon sous ce prisme. Ça, c'est très intéressant. On parlait aussi hors caméra, et puis il est dans le programme comme un cinéaste comme Arnaud Desplechin, par exemple, qui on sait, parce qu'il l'a dit, il l'a théorisé, mais même dans ses films, il y a de cela aussi. Donc, et je sais que ce dialogue-là était important pour cette rétrospective, en tout cas, dans le cadre de cette rétrospective. Oui. Alors ça, disons que, enfin, je dis pas ça d'une manière comme si j'avais été obligé, et au contraire, j'ai été très heureux d'échanger avec tous ces quand même les intervenants. Je suis assez impressionné par ce programme. Je suis moi-même assez impressionné par ce programme de recevoir Arnaud Desplechin, Luc Dardenne, Wang Bing, Caroline Champetier. Quel métier. Je marie les gens. Donc, non, mais je les appelle, enfin voilà, Desplechin est un incontournable, mais quand je dis un incontournable, c'est pas du tout voilà, que je me suis senti obligé, c'est que c'est formidable de les écouter. C'est quelqu'un qui est complètement habité par ce film. Et alors évidemment, là, il ne s'agit pas de trouver des sortes de filiation esthétique ou cinématographique, mais en même temps, qu'est-ce qui habite, enfin, une des choses qui habite le cinéma de Desplechin, c'est traverser l'histoire, l'expérience de l'histoire, la mémoire. Bien sûr que c'est une. Alors, est-ce que c'est une influence? En même temps, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est forcément une donnée. Voilà. Et tout comme Desplechin dit qu'il a vu le film, il n'avait pas, il ne savait pas vraiment ce qu'il allait voir, et bon, il est sorti transformé. C'est cette question de l'expérience. C'est que traverse ce film, on est traversé par lui. C'est quand ça opère, bon, ben voilà, on est transformé comme toi, hein, puisque c'est un film qui est très important pour toi aussi. Je rappelle, hein, c'est du 3 novembre, donc c'est bientôt, c'est demain comme on dit. C'est du 3 novembre au 18 décembre et c'est à la BPI, donc c'est la Bibliothèque publique d'information Centre Pompidou. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. J'ai envie de terminer sur une question, mais alors qui est vraiment pour le coup pas du tout cinématographique, encore que, qui n'est pas théorique. Mais j'en profite, tu es là, je ne peux pas te laisser partir sans t'avoir posé cette question, parce qu'on tu en as un tout petit peu parlé. C'est Claude Lanzmann, une espèce de figure comme ça qui effectivement, de son vivant, assez radical sur les films de fiction, souvent d'ailleurs, surtout sur les films de fiction d'ailleurs, qui était axé autour de la représentation de la Shoah. Et donc ça a créé aussi on parlait de Godard, des brouilles
assez intéressante pour le coup d'ailleurs, parce que très théorique. Donc c'est ça qui c'est passionnant. D'ailleurs, c'est vraiment de la dispute pour le coup, comme disait Godard. Mais moi, j'aimerais bien avoir, non pas ton avis, parce que ça ne veut rien dire un avis, mais ton regard là-dessus. Est-ce que cette espèce d'être trop habité, alors que c'est vrai que c'est un long travail qui a duré des années, et qu'on n'en ressort pas, on en ressort pour le coup transformé. J'imagine que Lanzmann, il l'a toujours dit, Shoah l'a fait, l'a construit. Qu'est-ce que tu penses de ça après? Je pense aux films comme La vie est belle, comme La liste de Schindler. Je crois que Le fils de Saul, il l'aimait, mais je ne sais même pas. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu dis, c'est pas très cinématographique, mais j'aurais bien avoir ton regard là-dessus. Un peu cinématographique. Un petit peu, oui, un peu. Non, bon, alors, les coulisses. Mon regard, bon, c'est quelque chose qui, il me semble, est dans la rétrospective. Disons que moi, je voulais pas partir de l'idée de controverse. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que comme Godard, Lanzmann faisait partie, tout en étant exigeant, radical et pas forcément très vu. C'est partie de la culture populaire. Mais disons que moi, je voulais pas partir, en tout cas pour la rétrospective, de la controverse, de la querelle des images et tout ça. Après, on a quand même pensé à une table ronde qui je pense, va être formidable. On est en train de la préparer avec les intervenants. On retrouvera Arnaud Desplechin, il y aura Laszlo Nemes, le réalisateur du Fils de Saul, à propos duquel Lanzmann a dit c'est mon fils, alors que Lanzmann, sa vie, il ne luttait pas contre la fiction, Lanzmann, il luttait contre la reconstruction, qu'il disait. Mais c'est important de le préciser, ça, je crois. Voilà. Et donc, enfin, tout ça pour dire que voilà, cette table ronde, on va pas dire, alors on va pas compter les points. Est-ce que on va pas partir de la controverse, mais on va partir de, je l'ai appelé les images et Claude Lanzmann, et non pas Claude Lanzmann et les images. Hein. C'est-à-dire qu'on va partir, sûrement qu'on va arriver à la question à ces questions et aux images des autres, on va dire, celles que Lanzmann a jugées très durement et quand même parfois a raison, enfin, en tout cas c'est mon sentiment, parfois peut-être moins, mais c'est-à-dire de partir de ces images et quand même il y a quelque chose, c'est que Lanzmann n'est pas un iconoclaste, c'est pas quelqu'un qui est contre l'image. Il a le Shoah, c'est plus de 300 heures c'est pas quelqu'un qui a voulu détruire l'image. C'est quelqu'un qui en a fait. C'est un intellectuel et qui est passé par le médium image, hein, avec toute une exigence éthique, esthétique, morale. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui est parti contre l'image. Donc je voulais pas du tout partir de ces camps, constitués, Lanzmannien, anti-Lanzmannien, etc. Mais de partir des images de Lanzmann, de sa mise en scène, de Lanzmann metteur en scène, et puis aussi de se poser la question d'où vient ce cinéma. Parce que, alors évidemment, Shoah invente une forme, c'est sûr. Après, on peut trouver tout un tas on peut penser à Marcel Ophuls. Hein. Marcel Ophuls s'est toujours d'ailleurs revendiqué en disant que Lanzmann lui avait tout piqué. J'aurais bien aimé assister à une discussion entre deux qui s'appréciaient, hein, qui se connaissaient. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, je reviens un petit peu au début, c'est que Lanzmann a été journaliste pour la télévision. Et que tout ça, il l'a transformé, voilà, une œuvre d'art voilà, qui est Shoah, mais disons que c'est pas en tout cas un cinéma ex nihilo non plus.
Mais en tout cas, c'est vrai que, bon, puis voilà, nous, quand on fait une rétrospective, on le fait en empathie, on va pas partir sur un examen critique et espèce de quelque chose qui serait de tout de suite, enfin de contrer l'œuvre, voilà. Mais par contre, de partir de l'œuvre et éventuellement, bien sûr, d'en arriver aux controverses. Du 3 novembre au 18 décembre, hein, je le répète pour la 3e fois, mais il faut répéter les choses, c'est important. Claude Lanzmann, le lieu et la parole, c'est donc une rétrospective, pas que ses films, mais d'autres choses aussi, on en a parlé. En tout cas, il y a un dialogue et c'est important. C'est la BPI, la Bibliothèque publique d'information au centre Pompidou. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de ces vidéos. Et pour en parler, c'était Arnaud Hay, qui est tout simplement est le programmateur, l'un des 3 programmateurs de la BPI, du centre, mais surtout le programmateur de cet événement. On a dit 1%, même pas. Hein, donc, il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Et ce qui est très drôle, enfin, très drôle, je pèse mes mots, mais c'est qu'on s'était dit de ne pas parler que de Shoah, mais d'autres films, mais on en revient toujours à Shoah. Donc, on ne l'a pas fait exprès. C'est le cœur de l'œuvre. Hein. C'est le cœur de l'œuvre. Même si, comme tu disais, il y a d'autres films qui ont été faits avant, et tu parles des films, je ne parle pas de Pourquoi Israël, hein, je parle des documents, enfin des reportages pour la télé, mais qui peut-être donnent aussi le ton qui annonce quelque chose. Très intéressant parce qu'on voit, pardon, hein, je t'en prie. Mais qui sont aussi, voilà, comment s'origine ce cinéma, c'est que voilà, il a beaucoup travaillé, notamment pour Dim Dam Dum, qui était une superbe émission, hein, pour plein de grands cinéastes ont travaillé pour cette émission notamment. Et on voit aussi quand même Lanzmann, donc il mène des entretiens, il n'est pas réalisateur. Je crois qu'il a dû réaliser peut-être une émission, mais j'en suis même plus certain, enfin, pardon pour cette précision, mais disons qu'il fait les entretiens, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, alors des fois, il fait des entretiens avec Marielle Guatchel ou Christine Caron, donc c'est pas des enjeux, c'est parfois, on va dire, assez trivial, mais il y a l'exigence intellectuelle de Lanzmann qui est hallucinante. La préparation, comment il se prépare aux entretiens, il n'est jamais pris en défaut, c'est incroyable. Et puis aussi que l'idée de chaque entretien, c'est de faire accoucher une parole qui n'a jamais été faite et dite, une espèce de vérité. Voilà. Et là, je crois qu'on est déjà au cœur du cinéma de Lanzmann. Évidemment, dans d'autres enjeux aussi grands et importants que notamment la destruction des Juifs, mais c'est extrêmement intéressant. Au début, les programmateurs sont très gourmands. Au début, j'avais vraiment l'intention de donner de la place, 2-3 séances à ce travail de téléaste, si on peut dire, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment passionnant, et passionnant justement pour une rétrospective, on raconte le parcours d'un cinéaste. C'est ce qu'on se disait quand pratiquement au début de l'émission, quand on parlait de l'écoute, cette manière d'écouter, mais qui n'était pas une posture neutre. Il y avait toujours quelque chose derrière ça, et que pour ça puisse fonctionner, il faut aussi que l'autre fasse le jeu. Enfin, l'autre fasse le jeu. Et donc, il rebondit à ce moment-là sur ce que va dire un mot, et c'est comme ça que s'opère. Et on pense notamment pour Shoah à la fameuse scène dont beaucoup en parlent, et donc ils n'ont même pas vu. C'est, tu vois très bien. Et d'ailleurs, je vais même pas la dire, la scène. Comme ça, il faut que les gens aillent voir Shoah. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci énormément, même Arnaud, pour cette rétrospective, et d'en avoir eu l'occasion d'en parler un tout petit peu. Mais c'était important. C'est un plaisir de le faire avec toi. Je t'en prie. En tout cas, il faut y aller. Toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, vous avez jusqu'au 18 décembre. Et il y a une autre émission qui arrive dans 2 jours, mais j'en parle pas beaucoup. Ça sera c'est une surprise aussi. On va s'intéresser à un film bien précis. Vous savez lequel c'est Shoah, mais on va en parler autrement et différemment aussi. Mais merci beaucoup, en tout cas, Arnaud, pour ces 2 émissions. Merci énormément.
bonsoir, bonjour, au revoir à toutes et tous. Merci à toi. Allez, générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions.